J'ai tout remis en question, en fait. Et je me sentais pas à l'aise au travail. J'avais l'impression d'être dans une routine qui, si je restais dedans, j'allais pas m'en sortir, en fait. À un moment, je me suis dit, mais attends, à la base des bases, je voulais être éducatrice, en fait. Je me suis mise à chercher. Et j'ai vu une école, c'était l'ISMM, Institut Maria Montessori de France. Et je me suis dit, en fait, c'est exactement ça. Ça aligne en fait avec moi, ma façon de voir les choses et tout. Mais le problème, c'était hyper cher. Et donc, je suis revenue en vacances. J'ai fait le tour des crèches en me faisant passer pour un parent. Je me disais, en fait, je me vois pas rentrer à Abidjan et je suis pas en couple avec quelqu'un. J'aurais trop peur de vivre dans un appartement seul. On fait tout à la place des enfants ici en Côte d'Ivoire. Je suis Élodie, freelance et formatrice dans la tech. En 2017, à la fin de mes études, je rêve de m'installer en Afrique. 7 ans plus tard, je concrétise ce projet en famille et on choisit la Côte d'Ivoire. C'est officiel, nous sommes désormais RIPAT, des afro-descendants qui reviennent vivre sur la terre de leurs ancêtres. Toi aussi, tu en rêves sûrement, mais tu as peur de ne pas trouver d'emploi stable, une éducation de qualité pour tes enfants ou des clients pour te lancer comme entrepreneur ou freelance. Eh bien, désormais, tu as à tes côtés Life of RIPAT, un podcast où tu vas découvrir le portrait de nombreux RIPAT, salariés, entrepreneurs, parents, freelance et j'en passe. Ils vont t'expliquer leur quotidien, leurs sources de revenus, leur style de vie, autant d'informations qui te permettront de passer le pas et venir t'installer là où tout a commencé, en Afrique. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'interviewe Agnès. C'est une interview que j'attendais avec impatience, car on va parler de plusieurs sujets que je trouve passionnants. La parentalité, le mode de garde ici à Abidjan, entreprendre dans la petite enfance. On va aussi parler de système éducatif alternatif et bien sûr de la reconversion à 360 degrés, car entre ce que fait Agnès aujourd'hui et ce qu'elle faisait avant, autant dire qu'il n'y a aucun rapport. On va aussi indirectement aborder l'alignement, donc parvenir à faire ce qu'on aime et ce en quoi on croit. Tu l'auras compris, cet épisode sera riche, donc reste bien attentive jusqu'au bout et profite du moment. Je n'en dis pas plus. Bonjour Agnès, merci encore vraiment d'avoir accepté cette interview. Comment vas-tu? Bonjour Élodie, je vais bien, merci. Et toi-même? Ça va. Il est un peu tôt, mais il fait beau. C'est ça. Vraiment, moi, c'est quelque chose que j'attendais avec impatience parce que pour la petite anecdote, bon, je vais pas en dire plus sur son parcours, mais Agnès est la directrice de la crèche dans laquelle évolue ma fille. C'est une chance pour moi de l'avoir aujourd'hui. Donc, pour commencer, on va parler un peu de ton enfance et ton parcours scolaire. Peux-tu nous dire, s'il te plaît, où es-tu née et où as-tu grandi? Alors, je suis née à Abidjan, je suis ivoirienne. J'ai grandi ici jusqu'en 3e. Et ensuite, je suis partie en France rejoindre mon père qui était en fait. Ok, et donc tes deux parents sont ivoiriens? Mes deux parents sont ivoiriens. Et dans quelle région de la France tu as grandi? Alors, j'ai grandi en Île-de-France, à Torcy. Quand je suis arrivée, c'est vers Disney. Oui, c'est ça, 77, c'est ça? Oui, c'est dans 77. Ok, voilà. D'accord. Quel a été un peu ton parcours académique? Quand j'étais plus jeune, on va dire, je voulais vraiment travailler avec des enfants. Quand je suis arrivée en France, je suis arrivée en 3e. J'ai fait un BEP sciences médico-sociales. Au lieu de faire une seconde générale, j'ai fait un parcours professionnel. Donc, j'ai fait un BEP sciences médico-sociales avec énormément de stages, notamment avec des enfants, des personnes âgées et tout ça. Ensuite, j'ai passé un bac professionnel sciences médico-sociales aussi, SMS. À la suite de ça, je voulais être éducatrice spécialisée. Je voulais travailler avec des enfants handicapés ou des jeunes filles en fait qui sont enceintes très tôt et du coup qui savent pas trop quoi faire. J'étais très très jeune en fait et j'avais ça en tête déjà en fait. Pour entrer dans une école d'éducateurs en fait, on avait une prépa à faire. Donc à la prépa, c'était très bien, tout se passait très bien. Et aux examens, à l'écrit aussi ça allait et à l'oral. En fait, je suis une personne hyper sensible. Et à chaque fois, je me mettais à pleurer, en fait. On avait un jury de 4 personnes. Il y avait 2 psychologues, un
un autre médecin, enfin des profs qui te posaient des questions, qui te mettaient dans des états et du coup à chaque fois je me retrouvais dans un état en peur. Donc je l'ai fait 2 fois. Je me suis dit bon ok c'est bon, peut-être que je suis pas prête à le faire. Donc je me suis inscrite à la fac. C'est comme ça que je me suis inscrite à la fac en fait. Il y a deux sujets sur lesquels je voudrais revenir. Donc, juste par rapport à la fin, donc, comme lors des entretiens que tu avais, et que c'est avec des professionnels peut-être qui étaient reconnus et donc, qui j'imagine qui t'impressionnaient aussi, comme la situation t'intimidait, Voilà. tu t'es dit que potentiellement, tu Et étais mes pas encore émotions prête. aussi, je pense que je suis quelqu'un aussi de très, très... En fait, ils te posent des questions qui te Ils vont te, chamboulent, voilà, ils vont qui te- te travaillent, en fait. Et je pense que j'étais pas assez mature. D'accord. Avec du recul, je pense que j'étais pas assez mature, en fait. Mais c'est des questions sur des situations réalistes du métier ou des... Sur ta situation aussi, en fait. Sur toi, en fait, avant tout. On te posait des questions sur toi. Et c'est ça qui me travaillait le plus, en fait. Je pense que je suis pas encore prête pour ce métier, en fait. Ils te posaient des questions sur ta situation personnelle pour vérifier si tu étais suffisamment fort par rapport aux difficultés que tu Exactement, allais... exactement, D'accord. exactement. C'est Ok. exactement ça. Tu disais que c'est intéressant qu'effectivement, très tôt, tu as voulu aider donc des jeunes femmes enceintes et que tu ne savais pas d'où ça venait, cette sensibilité que tu avais déjà à cet âge. Parce que oui, tu avais quoi, 13-14 ans, c'est ça? Oui, à peu près. Ouais, ouais, Ok, ouais. donc tu étais À peu près 15 ans, ouais. oui, tu étais en préadolescence, en tout Ouais. cas. Est-ce que c'était pas indiscret parce que tu disais que tu savais pas d'où ça venait. Est-ce que ça pouvait venir potentiellement? Non, mais en fait, en parlant avec toi, excuse-moi, je te coupe, mais je sais d'où ça vient, en fait. Ah, d'accord. Et vas-y, hein. En fait, ma mère m'a hyper jeune. J'ai pas grandi avec mes parents, j'ai grandi avec ma grand-mère. Mais hyper, hyper, hyper jeune, en fait. D'où ce besoin de... Ouais, Ok, bon. Effectivement, donc c'est lié à ton parcours personnel. c'est, Ce que tu disais, c'est que finalement, c'était un peu dur, en tout cas, c'était un peu trop tôt, et ouais, tu as décidé de partir dans une filiale dans, à générale. la fac. Ce que je ne voulais absolument pas. Franchement, je voulais absolument pas aller à la fac, en fait. Et Pourquoi tu finalement, avais des... je sais pas, j'avais pas envie de me retrouver dans un parcours général. J'avais pas envie, en fait. Après, je sais pas, peut-être que on m'en a parlé, que j'avais pas forcément envie de me retrouver dedans. Mais à un moment, je me suis dit, bon, ok, mais tu fais quoi, en fait? Soit tu vas à la fac, c'est un peu tard pour des écoles. Donc, enfin, c'était ton ma autre première option? option, en fait. Oui. Voilà. Et donc, qu'est-ce que tu as fait exactement à la fac? J'ai fait un parcours administration économique et sociale, qui a rien à voir en plus. Je m'étais renseignée et a priori, c'était en fait la seule chose qui se rapprochait de ce que j'avais fait. Mais en réalité, pas du tout. Et en fait, avec du recul, je me rends compte qu'il y avait d'autres options auxquelles j'ai pas spécialement pensé en fait. Et donc après ça, j'ai fait un master en finance. Ah oui, donc on change Voilà. totalement de... Ouais. Bon, ok, donc on change complètement de domaine. Très C'est bien. ça. Et donc, à la suite donc, de ce parcours-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais déjà des expériences professionnelles parce que tu avais dit que tu rends ton BEP, tu en avais en Oui, parallèle. j'avais eu des stages en parallèle. C'est On ça. m'avait même pris pour travailler. En fait, après mon bac, je pense que j'avais 17 ans, je devais faire un stage et j'ai fait un stage en centre de loisirs. Et en fait, j'avais aucune expérience et à la fin de mon stage, en fait, elle m'a gardée pour Ok, travailler, en fait. Donc, du coup, je travaillais, en fait, en période de vacances, en période de petites vacances et de grandes vacances, le mercredi. Je d'accord. travaillais en centre de loisirs, en fait. Ça a été ma première expérience. Ok, donc Ah, ou quoi que non, ça a été le Mac de ma première expérience. on va dire expérience alimentaire, job alimentaire, quoi. Voilà, job alimentaire, C'est ça. voilà. Mais en tout C'est cas, sûr. après, par la suite, tu as eu cette expérience-là déjà avec les enfants. Voilà, Ok, le début de ton parcours a commencé avec les enfants. c'est ça. Après, donc, tu fais la licence, tu fais le master en finance. Et donc, quelles sont tes expériences professionnelles suite à ce diplôme-là? Bon, en fait, j'ai travaillé comme banque, en D'accord. banque et en assurance. Au début, c'est des postes de gestionnaire. Ensuite, ma plus grosse expérience, en fait, a été dans un grand groupe français. Je suis restée assez longtemps et j'étais analyste financière, en fait. Que s'est-il passé? Parce qu'à un moment, donc, il y a eu cette envie de repartir. Qu'est-ce qui a potentiellement provoqué chez toi un déclic pour repartir en Afrique, en l'occurrence, dans ton cas, en Côte d'Ivoire? Alors, en fait, la première chose, c'était de changer de job. J'avais besoin de changer, en fait. En fait, à un moment dans ma vie, je sais pas, je me suis remise en question, mais vraiment énormément, en fait, sur ma façon de vivre, ma façon de manger, ma façon de prendre soin de moi et le travail. En fait, je sais pas si c'est le travail qui a été déclencheur de tout ça ou si je peux vraiment pas te dire.
Mais à un moment, en fait, j'ai tout remis en question, en fait, et je me sentais pas à l'aise au travail. J'avais l'impression d'être dans une routine qui, si je restais dedans, j'allais pas m'en sortir, en fait. J'ai eu des moments de déprime, mais qu'est-ce que je fais? Je savais pas trop, en fait, au départ, mais je savais que j'avais envie de changer de job, en fait. Et donc, je me suis mise à réfléchir. J'ai souvent des idées de business, mais j'avançais pas. Ça n'allait pas plus loin, en fait. J'avais pas mal d'idées, en fait. Mes idées venaient, mais j'avançais pas, en fait. Et à un moment, en fait, je me suis dit, bon, je vais prendre soin de moi. Je vais commencer à prendre soin de moi. Je me suis mise à faire des thérapies. J'ai fait de l'hypnose, j'ai fait de la sophro, j'ai fait du théâtre. Je me suis mise au sport. Ça m'a fait du bien. C'est comme si j'étais une autre personne, en fait. Je me découvrais. Donc, j'ai pris confiance en moi aussi. En fait, un jour, je me suis assise, je me suis dit, bon, OK, tu fais quoi? Tu fais quoi? Tu veux faire quoi, en fait? J'avais pas la réponse encore. J'ai toujours pas eu la réponse. Un jour, je viens à Abidjan en vacances et j'accompagne ma sœur, en fait, prendre sa fille à la crèche et je vois la crèche, je vois le prix qu'elle paye, je vois l'environnement, en fait, je me dis: «Mais attends, c'est juste pas possible, en fait. Tu payes une somme pour ça?» C'était tout sombre, tout petit. C'était vraiment en fait, c'était vraiment, bizarre. J'ai vraiment pas aimé, en fait. Je me suis dit: «Non, c'est» et là, je me suis dit: «Mais attends, il y a un truc, en tout cas, il y a un truc, Agnès», je savais pas encore. Je me suis dit: «Bon, il y a un truc». Donc je suis repartie en France, je me suis remise à réfléchir, en fait. À un moment, je me suis dit: «Mais attends, à la base des bases, je voulais être éducatrice, en fait. Donc, est-ce que tu es prête à faire 3 ans d'études éducatrices?» Et là, c'était hors de question pour moi. Je me voyais pas reprendre mes études, 3 ans de suite comme ça. Et donc, je me suis mise à chercher, et j'ai vu, une école, c'était, l'ISMM, Institut Maria Montessori de France. Je connaissais absolument rien, donc je me suis renseignée, j'ai commencé à lire. Je me suis dit: «En fait, c'est exactement ça». Ça aligne, en fait, avec moi, ma façon de voir les choses et tout. Mais le problème, c'était hyper cher. La formation, elle était hyper chère, en fait. Donc je me suis dit: «Bon, on va attendre un peu». Donc j'ai attendu un peu et puis voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Du coup, tu as attendu et tu t'es quand même dit que tu allais rentrer. En fait, c'est 2 choses différentes. Je savais que j'allais rentrer, c'est tout bête, hein. Je voulais rentrer, mais pas seule. Je me disais, en fait, je me vois pas rentrer à Abidjan et je suis pas en couple avec quelqu'un. J'aurais trop peur de vivre dans un appartement seule. Et Ah. ça, en fait, c'était un blocage pour moi. Je me voyais rentrer, mais pas seule, en fait. J'avais peur, en fait. Donc, en gros, tu as pas vraiment eu de déclic. Enfin, tu as eu un déclic professionnel, J'ai eu une équipe professionnelle. dans le sens où on te rend compte que ce que tu faisais ne te correspondait pas. Tu pars en voyage à Abidjan, tu vois les conditions dans lesquelles ta sœur, l'enfant de ta sœur est accueilli. Tu te rends compte que c'est catastrophique par rapport Mmh. à la somme qu'elle paye. Donc, ça te fait un autre Un autre déclic déclic. interne. Voilà. Tu fais des recherches, tu tombes sur la méthodologie Montessori. Montessori. Un autre déclic à nouveau. C'est ça. Mais est-ce que ces différents déclics, c'est ça qui a nourri Non. ton envie pour le départ? Non, pas spécialement. En fait, au départ, je suis retournée en France. Je me suis dit: «Bon, je vais essayer de créer une crèche en France». Donc j'ai D'accord. commencé à regarder, à faire des démarches et tout et c'est hyper difficile De faire, OK, de une faire une crèche crèche en France, en fait. Est-ce que tu peux parler peut-être, des difficultés auxquelles tu as été confrontée? Alors déjà, j'avais pas de formation. J'arrivais pas, en fait, à obtenir des rendez-vous pour avoir des informations, en fait, à la mairie. Je me suis dit: «Mais en fait, on me prend pas au sérieux. On dirait que je suis pas crédible, en fait». Et en fait, il y a pas mal d'agréments, il y a pas mal d'autorisations à demander. Il y a trop de choses, en fait, à demander. C'est hyper Ouais. compliqué. Et même trouver une maison aussi, c'est hyper compliqué, en fait. C'est difficile d'un point de vue administratif, c'est C'est difficile difficile de même pour obtenir l'information dès le départ. Ouais. On me montrait que j'étais pas crédible. J'avais pas de formation, d'abord, au départ. Ils avaient pas mon temps, en fait, un peu, quoi. Donc, j'ai trouvé ça un peu, Ouais, c'est ouais. pour ceux qui veulent se reconvertir dans le domaine, c'est beaucoup trop difficile, quoi. C'est ça. Parce qu'en gros, il faut que tu aies déjà la formation, donc déjà le bagage qui te permet d'avoir accès à C'est l'information. ça. C'est aussi, la mentalité française, hein, enfin bon, Exactement. c'est d'abord les diplômes toujours. C'est là où, en fait, je me suis dit: «Bon, OK, bon».
est-ce que je rentre finalement? Je peux faire ça en Côte d'Ivoire. En fait, il y a un besoin en Côte d'Ivoire. Donc, c'est peut-être l'occasion pour moi de rentrer et de faire en Côte d'Ivoire, en fait, vu qu'il y a un besoin. Et donc, je suis revenue en vacances. J'ai fait le tour des crèches en me faisant passer pour un parent pour voir un peu, en fait, ce qu'il y avait sur le marché. Et je me suis dit, bon, OK, il y a une porte, en fait. Il y a quelque chose à faire. Voilà. OK. Il y avait un autre blocage, tu disais que tu pouvais pas rentrer si tu étais pas en couple. Oui, au départ, en fait, c'est vrai que dans ma tête, je sais pas pourquoi, je me disais qu'en fait, j'aurais eu peur de prendre un appartement ici à Abidjan et y vivre toute seule. Donc du coup, je me disais non, je me mettais un blocage comme ça en me disant non, je rentrais pas toute seule. En fait, après, c'est parti. D'accord, donc c'était une croyance limitante à Voilà, l'époque. exactement. Et à ce moment-là, ça faisait combien de temps que tu avais quitté la Côte d'Ivoire? J'ai quitté la Côte d'Ivoire il y a très très longtemps. Hein. Oui, donc à l'époque, c'était ouais, bon, peut-être plus de 10 ans, plus de 15 Beaucoup ans. plus. Ah oui, d'accord. Je suis une petite vieille en fait. D'accord. Bon, ça fait très longtemps du coup que tu avais quitté la Côte d'Ivoire, donc Ouais. effectivement, cette peur était aussi souvent liée au fait que tu avais plus tes repères ici. Si. Tu savais plus comme ça avait beaucoup évolué, ça évolue encore tout le temps. Enfin, c'est incroyable chaque année, ça. Et donc, cette croyance est partie. Elle est partie toute seule? Elle est partie toute seule en fait. D'accord. En fait, à un moment, il y a, je sais pas, j'y pensais même plus. Je me suis dit bon, je rentre. C'est bon. C'est bon. Mais tu sais, ça me fait vraiment rire parce que il y a Elvis, que le Kikou, qui aussi, lui, était ivoirien, qui était parti en France, qui est revenu, donc lui travaille dans la conformité. Et lui, un de ses blocages, c'était je ne rentre pas tant que j'ai pas mis X euros de côté. Ou après, il y avait aussi le fait de potentiellement être naturalisé. Enfin, non, lui, c'était pas un critère pour lui, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent et qui ont des critères limitants, pas forcément limitants, après, c'est par rapport à la situation de chacun, mais qui ont ces critères, ces checklists à faire avant de rentrer. Ouais. Et lui aussi, au bout d'un moment, la volonté était tellement forte qu'il est juste rentré. Non, en c'est fait. ça en fait. À un moment, je me suis dit bon, allez, je pensais même plus à ça en fait. Ok. Franchement, j'ai même plus pensé. Hein. Je suis rentrée Et et t'es rentrée célibataire du coup. Ouais. Il y a eu tes différents déclics que tu as eu par rapport professionnellement, etc., par rapport à tes recherches. Mais est-ce que, en quittant la Côte d'Ivoire, tu t'étais dit que quoi qu'il arrive, tu allais retourner vivre en Côte d'Ivoire ou en Afrique? En fait, j'étais très jeune. Je pense que j'ai pas eu le temps de penser à ça. Après, oui, je me suis dit que j'allais rentrer. Et en plus, je voyais mes amis qui rentraient, mes amis qui étaient très proches, je voyais rentrer tous. Et je me retrouvais à une copine, deux copines ivoiriennes. En fait, je me dis, mais attends, un moment. Et en fait, elle me disait que ça se passe bien et tout. Donc, je me disais à un moment, ouais, je serai toute seule, en fait. Donc, ouais. Ok, donc ce qui a aussi motivé ton retour, c'était le fait que ton entourage proche Et, oui. parte. On va repasser maintenant à ton installation. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon installation a été un peu bizarre. J'avais organisé, j'étais en formation 1 an. Et je m'étais dit, après ma formation, voilà, je rentre à cette date. Par rapport à mon travail aussi en France, en fait, j'avais des choses à mettre en place. Donc, c'était carré. C'était quand même carré. Et en fait, il y a eu plusieurs choses qui sont passées. Ma formation a été super intense, mais super enrichissante. Donc, on parle de la formation, c'est celle de Montessori. Montessori, ouais. Super, elle était très, très intéressante, très enrichissante. Et donc, j'avais plus le temps. J'avais vraiment pas le temps. Je travaillais jusqu'à 2 heures du matin. Franchement, c'était intense de ouf. Parce que si je peux me permettre, tu cumulais les deux, tu cumulais encore ton emploi en France? Non, je travaillais plus, en fait. Non. T'as J'avais démissionné? arrêté. J'ai pas vraiment démissionné. Je suis partie sur un plan. Donc, quand on dit un plan, c'est un plan de licenciement. Un plan de licenciement. Voilà, c'est pour que les personnes comprennent. Ok, très bien. Voilà. Parfait. Et donc, ça se passait très bien. Et c'était en plein Covid, en période de Covid, vraiment en 2020. Et j'ai perdu ma mère pendant la formation. Mais quand je dis que ma formation était intense, en fait, j'avais pas le temps de réfléchir. Et j'ai perdu ma mère pendant la formation. Donc, du coup, j'ai dû venir en Côte d'Ivoire pour les funérailles. J'ai dû travailler pendant les funérailles et tout ça. Mais en fait, à un moment, je me suis dit, bon, tu fais quoi? Tu pleures ou tu travailles, en fait? Ouais, Donc, c'était intense. voilà. Donc, c'était super intense. Donc, je travaillais et je gérais, en fait, les funérailles de ma mère. À la fin, je suis rentrée. J'ai ma cousine qui est ici, qui est très, très proche de moi, en fait, qui m'a dit, bon, bah, tu reviens au mois de juin. J'ai ma fille qui se baptise. Je te veux en tant que marraine, en fait. Donc, du coup, je suis revenue au mois de juin après ma formation.
Et normalement, dans mon plan, je rentrais en octobre à Abidjan. Et donc, au mois de juin ou juillet, en fait, je suis venue. Finalement, je suis restée. Elle m'a dit, écoute, tu viens à la maison. En fait, j'avais pas le choix. Elle m'a dit, tu viens à la maison, tu restes avec moi et tout, jusqu'à ce que tu trouves un appartement ou un truc comme ça. Je me suis retrouvée un peu dans un confort. J'avais pas de maison à payer. J'étais pas toute seule. Voilà, en fait, j'étais pas toute seule. Donc, en fait, au mois de juillet, je suis repartie en France. Je suis allée faire mes affaires. Je suis revenue chez elle. Et finalement, je suis restée avec elle pendant 1 an à peu près. Et c'était 1 an, en fait, le temps de trouver la maison. La maison, La maison, celle-là, en fait. enfin, Mon où on est projet, actuellement. Ok, mon la projet, crèche. en fait, voilà. Ok. Ça a été trop rapide pour moi, en fait. C'était pas ce qui était prévu pour moi. Je devais prendre le temps de rentrer en France, refaire mes affaires, enfin, remettre tout en place et tout, revenir. Finalement, je trouve que ça a été assez rapide, en fait. Je sais pas si c'est le temps qui est passé vite ou si c'est moi, je sais pas. Mais je trouve que ça a été rapide. J'ai pas eu le temps de réfléchir à ce qui se passait et tout, et je suis venue, voilà. Je suis venue en vacances, on va dire, et finalement, je suis restée. T'es restée, ok. Voilà. Et d'un point de vue logistique, pour ce que ta vie que tu avais en France, enfin, t'as pu après par la suite finaliser le déménagement. Oui, je suis repartie en octobre, j'ai remis mes choses dans un carton, enfin, par bateau, et j'ai D'accord. fait venir, en fait. Oui, ok, donc tu as pris le temps par la suite Oui, de j'ai tout. pris le temps par la suite. Tu as commencé à chercher quand tu étais chez ta cousine. En fait, dès que je suis arrivée, je m'étais dit que, en fait, si je rentre en octobre, je cherche en même temps. Je vais pas essayer de traîner ou quoi. Je veux créer mon projet en même temps, en fait. Je veux pas prendre du temps de traîner ou quoi. Et en fait, je me suis confrontée en fait à ma recherche de maison qui a été hyper compliquée. Ça a été hyper compliqué. Et ça m'a pris 1 an Donc, à nouveau, recherche de maison pour le projet, pas pour le projet. pas forcément pour toi. D'accord. Ah Pour oui, le ça a pris projet, ouais. Finalement, c'était pour ton projet, mais ça aurait pu être pour toi. C'était quoi les difficultés principales auxquelles tu t'es confrontée pour que les auditeurs et auditrices comprennent, qui ont fait que ça t'a pris 1 an? En fait, je trouvais pas de maison adaptée à mon projet. Soit elles étaient très mal placées et que on n'allait pas me voir, j'aurais pas en fait une bonne visibilité, ou soit en fait elles étaient pas du tout adaptées en fait, du tout. D'accord. C'était des maisons pour y vivre, c'était pas pour faire un projet en fait. Et en fait, c'est ça le gros problème. La plupart des crèches en fait que j'ai eu à voir, c'est des maisons en fait pour y habiter. C'est pas des maisons pour faire un projet de crèche ou d'école en tout cas. Et donc soit c'est hyper sombre, soit les pièces elles sont hyper petites et moi je voulais de la luminosité. Mais vraiment c'était mon premier Naturel, quoi. ouais, je voulais vraiment de la luminosité en fait. Et j'y arrivais pas en fait, c'était vraiment compliqué. Ouais. Et puis entre les tarifs aussi, les prix de l'immobilier en Côte d'Ivoire, c'est incroyable en fait. En fait, ça m'a vraiment pris 1 an à trouver. Ah, ouais, ok. Oh. On comprend bien que donc en termes d'installation, toi, tu n'as pas forcément eu à chercher un logement, que tu avais déjà Non. de l'aide familiale, et donc il n'y avait pas forcément de coûts aussi associés à ça. Les seuls coûts que tu as eus, c'était plus par rapport à ton départ, d'un point de vue administratif en France, enfin clôturer en fait, déménager, faire venir tes affaires en bateau. Et d'ailleurs, ça t'a pris combien de temps? Parce que moi, je suis en train de vivre une horreur. Moi, ça m'a pris en général, il met 5 semaines à peu près. 5-6 5 semaines. semaines à faire venir tes affaires? Ouais. Ok. La société que à peu près, oui. Ok. 5 semaines, jusqu'à présent d'ailleurs. En 5 semaines, ok. Quand je fais venir des trucs par bateau, ouais, ça me prend 5-6 semaines. On est venu en août. C'est ce que j'ai compris, ouais. Et on les a toujours pas. Mais ils vous disent quoi du coup? Non, vous savez pas? Bah, ils disent qu'apparemment les autres ont pu récupérer leurs affaires et nous on est tombés dans le mauvais conteneur. C'est énorme. On est d'accord. Non. Moi j'ai pas très du très tout. peur. Ouais, là on est à 5-6 mois quoi. Non, c'est pas normal. Donc je pense que à date c'est ma pire expérience parce qu'il y a vraiment beaucoup d'affaires à l'intérieur. Enfin bref, donc mais ok, donc en tout cas pour toi et tu le fais régulièrement. Donc Oui, je le fais régulièrement en fait, avec le matériel ou à la maison. Oui, c'est vrai. J'ai besoin de certaines choses. Et du coup, oui, en tout cas, pas forcément de démarche, tout ce qui est santé, les papiers, tu les avais déjà, non? Tu avais déjà une carte ivoirienne? Oui, j'avais une carte d'identité ivoirienne. Franchement, j'ai rien eu à faire. Je me suis levée, je suis venue. C'est tout. Savais-tu que Life of Ripat a désormais sa propre newsletter? Il faut absolument que tu t'y abonnes. Pourquoi? Je t'y partage le résumé de chaque épisode et des informations précises sur notre propre installation en Côte d'Ivoire.
Par exemple, j'ai récemment partagé notre budget d'installation, mais aussi notre budget mensuel ou encore ce qu'on a fait de notre appartement en France dont on est resté propriétaire. Si tu ne souhaites pas louper ce type d'informations, abonne-toi. Et c'est très simple. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description de l'épisode et si tu connais Substack, tu peux simplement rechercher Life of Ripat. Une fois que c'est fait, tu la recevras directement dans ta boîte mail 1 semaine sur 2. Allez, je te laisse poursuivre la suite de l'épisode. À bientôt! Donc maintenant, on va passer au vif du sujet, ton projet. Est-ce que tu peux nous expliquer très clairement, on en a un peu abordé avant, mais que fais-tu aujourd'hui? J'ai créé une crèche Montessori, aujourd'hui une école maternelle, vu que j'ai une maternelle. Je fais tout dedans. Je suis un peu partout en fait. Je fais la gestion administrative, je forme les filles, je suis sur le terrain avec les enfants. Je suis éducatrice d'un groupe, donc je fais de tout dedans en fait. Donc je saurais même pas me définir un poste. Dans ma tête, je suis pas directrice en fait. Je suis employée ici aussi en fait. Oui, non, mais tu es une entrepreneur. Je suis entrepreneur, si. Non, non, Chef d'entreprise. Oui, je suis chef d'entreprise, c'est vrai. Non, non. Voilà. Mais, en fait, je suis avec les enfants à chaque fois, donc voilà. Donc, c'est aussi une particularité du domaine, c'est qu'être chef d'entreprise dans une entreprise de la petite enfance, c'est aussi faire de la petite enfance, en fait. Mais après, non, je pense qu'en fait, on peut faire le choix d'être détaché, oui, de créer une entreprise et du coup, de mettre du personnel et de suivre un peu avec du recul. Et moi, c'est pas mon cas. Je suis vraiment sur le terrain, en fait, chaque jour, du matin au soir. Ah ben, on le voit, on le sait. Mais du coup, oui, c'est le choix que tu as fait. Bah, tu nous l'as un peu expliqué, mais peut-être que tu peux revenir un peu sur ça. Quand tu as fait le tour de toutes les crèches, parce que tu as dit que tu avais visité plusieurs. Donc là, tu dis que par rapport aux besoins qu'il y avait et à l'offre, c'est quoi finalement ce que tu as conclu, notamment si tu prends ce que tu avais vu par rapport à ta sœur? Alors, d'une part, c'est hyper cher. Bon, Abidjan est très cher déjà, ça on le sait. Mais en fait, je trouve que c'est hyper cher. L'offre derrière n'est pas adaptée. Est-ce que tu as vu des choses qui t'ont particulièrement, tu t'es dit vraiment, là, c'est pas possible? J'ai vu des salles sombres, en fait, avec beaucoup de couleurs. Il y a tellement de couleurs que ça rend sombre la pièce. Des objets qui étaient mélangés de partout. En fait, les enfants se retrouvaient pas. Des pièces qui sont pas grandes, qui sont petites. Des petites balles. Enfin, des petites choses qui, moi, en tout cas, me dérangeaient, en fait. C'est vraiment des choses qui, moi, me dérangeaient, en fait. Ou alors, en fait, il n'y a pas assez d'activités pour les enfants, ou c'est pas adapté à l'âge des enfants, des choses comme ça, en fait. D'accord. Mais c'est plus, en fait, le côté des toutes petites pièces, très sombres, avec des enfants dedans, avec plein de choses hyper stimulantes, des choses comme ça. Je me suis dit, bah, non. Et ça, c'est des choses que tu as pu observer après avoir fait ta formation? Non, avant ma formation. Avant la formation. Avant ma formation. Donc déjà, vraiment cette sensibilité. Ouais, avant ma formation. Formation qui t'a confirmé ce que tu pensais ou ce que tu souhaitais faire. Ou même, en fait, dans les pièces, les finitions. Bon, après, ça, c'est un autre problème en Côte d'Ivoire aussi, hein. Les finitions des choses, les murs qui étaient pas très propres. Enfin, c'est des trucs, voilà. Toi qui t'as séduit, c'est le système Montessori. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux nous expliquer de quoi il s'agit? Parce que donc, c'est vrai qu'il y a de plus en plus, en tout cas, des écoles qui se font ça ici. Toi et moi, quand tu parlais en France, mais bon, je m'en étais pas forcément rapprochée parce que je crois qu'on me disait que c'était trop cher. C'est en venant ici, en découvrant Loé, que du coup, c'était une évidence pour nous de mettre notre fille dans ton école. Mais est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs et auditrices qu'est-ce que le système Montessori? C'est une pédagogie qui est axée sur l'autonomie des enfants. C'est-à-dire que un autre problème en Côte d'Ivoire, excuse-moi, je déborde encore un peu. On a un gros problème en fait avec les nounous aussi. Bon après, je juge pas spécialement. Je sais que il y a le travail, les transports, c'est très difficile. Elles prennent beaucoup de place en fait avec les enfants et finalement, elles ne les laissent pas faire ce qu'ils doivent faire en fait à leur âge. On fait tout à leur place. On fait tout à la place des enfants ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit de se salir à la maison. Faut pas qu'ils soient sales, mais enfin, c'est très, donc, ils apprennent pas à manger seuls. Donc, ils vont apprendre un peu tard. Il y a une nounou qui est toujours derrière un enfant, donc il peut pas se mouvoir de lui-même. Et je trouve ça un peu dommage, en fait. Montessori, c'est très axé sur l'autonomie des enfants. Donc, on va vraiment les accompagner dans leur autonomie, en fait. On va pas faire à leur place. En fait, on les accompagne à faire par eux-mêmes. Donc, ça, en fait, pour moi, c'est vraiment important.
Donc, c'est une des choses, en fait, qui m'a séduit dedans. Au travers des activités qu'on présente aux enfants, ils travaillent la confiance en eux, l'estime d'eux, la concentration, l'autonomie en même temps, la motricité et tout ça. On respecte, en fait, le rythme de chaque enfant. Ils n'ont pas tous le même âge, ils se développent pas de la même façon. Ils peuvent, en fait, avoir le même âge, mais en fait, ils n'ont pas le même rythme. Un enfant de 2 ans il parle très vite et un autre De ne 5 parle ans. pas. Oui, oui. Donc, en fait, ils sont vraiment différents. Donc, nous, en fait, en tant qu'adultes, notre rôle, c'est de les observer, de voir où est-ce qu'ils en sont et en fonction de ça, en fait, on s'adapte à eux. On leur propose des activités en fonction de leur rythme. C'est vraiment intéressant, en tout cas. Oui, je confirme. Merci d'avoir expliqué aussi bien. Moi, je confirme et je le vois avec notre fille qui se développe très bien. Alors, elle était avant même d'arriver à l'école, on s'était déjà qu'elle était vive et qu'elle aimait faire pas mal de choses. Mais c'est vrai que en termes d'autonomie, c'est allé beaucoup plus vite en quelques mois, vraiment. En l'observant, on en apprend vraiment. C'est même elle, en fait, qui nous apprend des choses qu'elle voit à l'école ou même qui nous fait évoluer. Tu vois, par exemple, des fois, quand elle est énervée, elle va taper, je vais lui retaper sur la main. Elle va dire, mais maman, non, on tape pas, tu me tapes pas. Mais et elle a dit ça très tôt. Elle avait à peine 2 ans. Elle a conscience qu'il faut pas forcément taper, mais elle le dit de manière très claire. Ou je sais pas, par exemple, quand elle veut faire popo, bah soit elle va aux toilettes, ou soit elle va pas aux toilettes, elle va sous la table. Enfin, elle se met sous la table parce qu'elle sait que là c'est le moment de le faire, c'est ça. Et après, elle revient et elle nous dit donc là c'est bon, c'est fini, tu peux m'aider. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a quand même une très bonne conscience de son environnement, du rôle de chacun et surtout effectivement, alors elle, ça l'a poussée à l'extrême, déjà qu'elle n'aime pas qu'on l'aide. Là, il faut vraiment qu'on l'aide pour rien. Donc, que ce soit pour manger, déjà, elle ne l'est pas, pour se brosser les dents, pour se doucher. Si elle a besoin d'aide, il faut qu'elle vienne nous demander de l'aide. Bon, après, nous, on essaie de faire en sorte qu'elle se... Moi, j'ai du mal, mais qu'elle se salisse ou qu'elle se gribouille sur le t-shirt. Quand je vois ça, j'ai du mal à pas réagir. Monsieur me dit, bah, non, justement, il faut qu'elle puisse faire ça. Je dis, bon, ok, bon, j'arrête de voir son t-shirt, alors je pars. Mais du coup, oui, elle le faisait avant, mais on sent vraiment que là, elle est vraiment très à l'aise pour expérimenter plein de choses. Et je pense que vraiment, c'est ce qu'elle fait ici qui a décuplé son autonomie, quoi. Ça, c'est très important. Je sais que moi, en fait, en grandissant, plus tard, j'ai appris ça. Et en fait, je l'ai pas appris en étant enfant, en fait. Et je trouve ça dommage, en fait. Je trouve que c'est important. C'est important de l'apprendre très tôt déjà. Après, je sais pas si dans l'environnement, ils voient rien. Les parents, ils sont tous prêts pour ça. Mais je trouve que c'est important, en fait. Oui, oui. Oui, non, je pense qu'il y a un gros changement de mentalité à faire. Et ce que je voulais aussi ajouter, c'est que, parce que moi, je suis née, j'ai grandi à Paris. J'ai grandi dans un environnement où, en tant que noire, j'étais considérée comme une minorité. Ça, je pense que les gens ne se rendent pas compte, mais en termes de confiance en toi et estime de soi, c'est dévastateur, je Non, c'est pense. clair. Ouais. Et du coup, j'ai eu confiance en moi que, ouais, à 31 ans. C'est vraiment, et je me suis dit, non, ma fille, elle aura confiance en elle dès le départ. Non, je suis pareil, hein. Moi, Et je suis comme toi, en fait. C'est Ah pareil. oui, oui. C'est vraiment très tard. Mm. Vraiment. Oui, Ouais. quand tu as eu tes questionnements professionnels et Ouais. tout. Mais vraiment, il y a quoi? Il y a même pas 5, 6 ans, en fait. C'est Ouais, c'est vraiment très, récent. très tard, en fait. Et je trouve que c'est important. C'est vraiment important pour nous. Donc, c'est pour ces sujets-là aussi que j'ai mis dans ton école. Mais en tout cas, merci pour les explications. J'ai pu entendre aussi qu'il y avait des personnes, tu vois, qui pensent qu'à l'extérieur, il n'y a pas de crèche à Abidjan. Bon, avec cet épisode, on va leur prouver que non seulement il y a des crèches, mais en plus, il y a des crèches Montessori. Mais... Donc là, on va revenir sur la partie projet. Entre le temps où tu penses à développer ce projet-là et le moment où tu le mets vraiment en place, il s'est passé combien de temps? Je pense qu'il s'est passé à peu près 3 ans. Peux-tu un peu nous raconter les étapes principales de ce projet? En fait, à partir du moment où j'étais sûre je l'ai identifié, mais en fait, c'est aussi une période où j'ai fait une mobilité de groupe. Dans le groupe où je travaillais, en fait, je suis passée en banque privée. Et en fait, quand je suis arrivée là-bas, pour moi, c'était pas possible, en fait. C'était un environnement, en fait, où les personnes qui travaillent, on travaillait avec genre des ministres, des stars, enfin, des personnes, et en fait, les personnes qui travaillent avec moi, enfin, pas toutes, mais en tout cas, une grande partie, j'ai l'impression que c'est eux, les ministres, les stars, en fait. Tu te D'accord. dis, mais ok, ouais, mais en fait, non, quoi. Soyons simples, en fait. La vie est simple. Et en fait, je me retrouvais absolument pas dedans. Moi qui suis une personne très simple, je me retrouvais vraiment pas, en fait, dedans, en fait.
Donc, au bout de, je crois, 3 semaines, je suis retournée voir la RH. J'ai dit non, je peux pas. En fait, c'est juste pas possible. Je peux pas. Elle me dit, mais en fait, tu veux faire quoi? Tu veux retourner dans ton ancien boulot? En même temps, je voulais pas. Je vais pas retourner en arrière. En fait, pour moi, c'était un retour en arrière, en fait. Donc, j'ai dit non, je peux pas, en fait, que je peux pas. Elle dit, bon, ok, attends un peu quand même. Là, je trouve que c'est un peu trop tôt, quand même, 2 ou 3 semaines. Donc, attends un peu et tu verras. J'ai attendu à peu près 2 mois et j'ai vu que c'était pareil. Je suis allée voir, en fait, CE, comité d'entreprise, et en fait, je discutais avec eux. Je voulais faire en fait une rupture conventionnelle, donc je suis allée me renseigner. Et en fait, il a été super gentil. En fait, il m'a dit mais non, attends à peu près dans 6 mois, il va avoir un plan. Ça serait dommage de partir alors que tu peux avoir ça en fait. Et finalement, ça a pris à peu près 9 mois. Ils ont mis un peu en place, mais il se trouve que mon service n'était pas concerné. Au premier plan, en fait, mon service n'était pas concerné du tout. Et là, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. En fait, vous m'avez fait attendre 9 mois dans ça. Et en fait, je peux pas. C'était pas vraiment un plan, c'était une rupture, conventionnelle collective. C'est-à-dire que dans chaque service, ils définissaient un nombre de personnes qui pouvaient partir. Mais c'était pas une obligation. C'était vraiment pas une obligation. C'est qu'ils voulaient partir, en fait. Je sais pas pourquoi. Personne ne voulait partir, en fait. Donc, en fait, ils ont mis une deuxième phase en place où on pouvait échanger avec les personnes des services qui voulaient pas partir. En fait, genre, moi, je pars et une personne du service prend ma place dans mon service. Ça fait que, en fait, ça libère une place dans le service. Finalement, la personne, elle est partie. Donc, et c'est finalement ce que j'ai fait, en fait. Je me suis dit, ouf, Qui t'a sauvé. ah, ça m'a sauvé en tout cas. Et je me suis dit, bon, je pars. Et en fait, en tout ça, ça m'a pris à peu près 1 an. Ok, donc c'est pas forcément un an lié au projet, c'était plus à ta situation personnelle, Voilà, professionnelle, quoi. voilà. Donc, en D'accord. fait, là, ça m'a pris 1 an. Ensuite, j'avais 1 an de formation après, 1 an pour trouver la maison, en fait. Donc, ça m'a D'accord. pris à peu près 3 ans. Et dès que t'as trouvé la maison, c'était quoi les différentes étapes par la suite jusqu'à pour pouvoir ouvrir la crèche? Alors, avant de trouver, en fait, la maison déjà ici à Abidjan, je suis partie, en fait, au ministère pour déposer, en fait, un dossier d'agrément. C'est important, en fait. Enfin, c'est obligatoire. C'est même pas important, c'est obligatoire. Donc, j'ai déposé. Je suis tombée sur une dame qui est hyper gentille, en fait, qui m'a accompagnée, qui m'a très bien expliqué comment ça se passait, qui m'a aidée en plus pour mon dossier. Donc, elle m'a expliqué ce qu'il fallait mettre dedans et tout ça. Donc, j'ai fait, j'ai déposé. Une fois que j'ai trouvé la maison, j'ai eu mon agrément en même temps, Ah. automatiquement. Ça n'a pas été très dur. En fait, le plus dur, ça a été de trouver une maison. Donc, au niveau administratif, en fait, je trouve que, en fait, la partie agrément, en tout cas pour moi, ça n'a pas été très dur, en fait. Je sais pas, ça n'a pas été très dur. La partie création d'entreprise, là, ça a été une autre histoire. Là, c'était une catastrophe. Donc, j'ai pris une personne, en fait, un comptable qui a créé l'entreprise, qui est décédé juste après avoir créé l'entreprise. Donc, j'avais pas, en fait, récupéré les originaux des documents. Et donc, je ne pouvais pas les récupérer. Ils étaient avec sa femme et elle m'a dit qu'en fait, elle peut pas me les donner vu qu'elle travaillait pas avec lui et c'est pas qui je suis. En même temps, je peux comprendre en même temps. Hein. Donc, il ne me les a pas donnés. Donc, j'ai dû trouver un autre comptable pour me faire des duplicata. Mais entre le moment où, en fait, il est décédé, le moment où j'ai trouvé un autre comptable, ça a mis à peu près 6 mois parce que on me disait que j'étais obligée de créer une autre entreprise et tout ça. Enfin, c'était tout un couac. C'était une période, mais je crois que j'ai jamais autant stressé en fait. Parce qu'en fait, C'était hyper stressant. en fait, tant que tu n'avais pas l'entreprise de créer, tu pouvais pas exercer ou lancer ta crèche. Mais j'ai ouvert de toute façon. En fait, il est décédé au moment où j'avais ouvert, genre 2 semaines après en Ah fait. mince. Donc je pouvais pas fermer en fait. Donc Il fallait vite que tu puisses te remettre en règle. voilà, donc je me suis renseignée au CPC. Alors eux, carrément, ils m'ont dit de recréer notre entreprise alors que c'était pas, je me voyais pas. Je me suis dit, mais en fait, je peux pas recréer notre entreprise. J'ai une entreprise qui existe déjà, il me faut juste les documents, en fait. C'est Ils ont clair. été signés et tout ça, donc et ils me disent, non, en fait, il faut recréer notre entreprise. Donc, j'ai vu plusieurs personnes comme ça, des comptables. Et en fait, finalement, au bout de 6 mois, je suis tombée sur un comptable qui m'a dit, mais non, en fait, on peut juste faire des duplicata. Donc, Il t'a fallu 6 mois pour trouver donc quelqu'un pendant qui était 6 mois, j'étais pas en règle. Et donc lui, je pensais que c'était un très bon comptable aussi, mais finalement, au niveau de la gestion, c'était une catastrophe, mais une catastrophe.
Je me suis rendu compte de ça en fin d'année, au niveau des bilans et tout ça, des déclarations que, en fait, il avait fait n'importe quoi. En fait, c'est plus ça qui m'a travaillé, en fait, le côté administratif, en fait, Ouais. en Côte d'Ivoire. Mm, mm. Trouver un comptable et c'est avant-hier que j'ai vraiment trouvé un très bon comptable. D'accord. Pour te dire, c'est ma Mais ça fait troisième bien. année. C'est ma troisième année, c'est là que je tombe sur un comptable Valable, quoi. ouais. Et vraiment avant-hier, hein, Mm, mm. avant-hier, mercredi. On a signé et tout et C'est incroyable. Bah ouais, bon ça après je pense que c'est peut-être toi et ta chance, mais moi ce que j'avais fait, c'est donc là c'est plus mon activité de conseil en tant que freelance. J'ai séparé la création d'entreprise, la domiciliation, de la partie comptable. Tu vois, j'ai pris deux personnes différentes. Là, la partie comptable, je commence, donc je vais voir. Mais oui, donc en tout cas, c'était moins lié aux démarches vraiment de crèche qui était compliqué. C'était vraiment sur la partie c'était administrative, sur la création partie d'entreprise administrative, ouais. et comptabilité. Voilà. Mais sinon, Eh ben, après, au niveau du personnel, en fait, aussi, franchement, j'ai pas eu de problème. J'avais une personne, Priska, qui est là, en fait, qui est avec moi depuis le début. On a ouvert la crèche ensemble à deux, avec un enfant. Avec un enfant, ma nièce. Ensuite, on a eu un deuxième enfant, je crois, 2 jours après. Franchement, on a été deux, en fait, à ouvrir, en fait. Et je trouve que vraiment, j'ai un bon personnel. Elles sont vraiment formidables avec les enfants. Et même si elles n'ont pas la même formation que moi, je leur explique, en fait, à chaque fois, on se forme ensemble. Et je trouve qu'elles sont vraiment top, en fait. J'ai une très bonne équipe. Et aujourd'hui, donc tu as commencé avec un enfant. Aujourd'hui, il y en a combien dans la crèche, peut-être, et la maternelle? Dans la crèche, je crois qu'ils sont 23 et en maternelle, ils sont 8. Ouais, donc c'est quand même un bon groupe. Oui, ça va, c'est un bon groupe. En 3 ans, ça a bien évolué. Enfin, il n'y avait pas de démarche qui était spécifique à Montessori. J'avais pas de démarche qui était spécifique à Montessori, aucune. D'accord. Donc c'est vraiment la même chose que pour une crèche traditionnelle. Exactement. Mais je pense aussi que c'est pour ça qu'il va falloir faire attention parce que finalement, créer une crèche, c'est peut-être pas si complexe que ça. Mais du coup, il faut, en termes de qualité, être beaucoup plus vigilant, je pense. En fait, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est juste, enfin, je pense que, en fait, le projet en lui-même est plus important. Savoir ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on veut faire, où on veut le faire. Je pense que c'est important, ça aussi. Trouver un très bon emplacement. Ça, c'est le plus dur aussi, je pense. Avec les prix et tout ça, je pense qu'en fait, trouver un emplacement avec une maison qui rentre dans ton Dans les budget, critères. ouais, et tes critères aussi, je trouve que c'est le plus important, en fait. Mais en tout cas, ici, le quartier est top. Enfin, la rue est top et tout. Enfin, il y a rien à dire. Et du coup, donc, pour réaliser un projet similaire, c'est quoi un peu le budget qu'il faut mobiliser dès le départ? Alors moi, je suis partie sur un budget à peu près entre 10 et 15 millions. Mais après, j'ai pris aussi de la marge pour les premiers mois d'activité où je savais que ça allait être un peu compliqué au niveau des charges. Mais sinon, mon plus gros poste ici, c'est mon loyer. Oui, de la maison, bah forcément. Oui. Mon plus gros poste, c'est vraiment le loyer et c'est vraiment énorme, en fait. D'accord. Donc, entre le loyer, en fait, au départ, ils te demandent 2 mois de caution, ouais, 2 ou 3 mois de 5 mois, quoi. caution, 3 mois d'avance. Oui, c'est ça. Donc, tu payes des mois d'avance 5. et tu payes, en fait, aussi 1 mois, en fait, au l'agent immobilier. Donc, en fait, ça te fait 6 mois comme ça. Ça te Ok. fait Une grosse somme, ouais, ouais. une grosse somme, en fait. Et ici, donc toi, par exemple, par mois, tu dépasses le million sur le loyer. Aujourd'hui, je suis au million sur le loyer. D'accord. Donc le million, déjà 150 000, c'est 1000. Donc le million, c'est peut-être 1500, quelque chose comme ça, 1500, Ouais. 1600, ok. 1500, 1600 euros. Donc oui, c'est effectivement, c'est pas Non, c'est un négligeable. c'est un très Et gros fois poste, 6. en fait. Donc oui, mais de toute façon, les premiers, enfin ici, pour réserver un logement, même nous, c'était en tant que particulier, mais ça nous a pris 5 mois. Il faut que tu puisses sortir 5 mois rapidement, si tu veux. Peut-être du jour au En lendemain. plus, c'est vrai, c'est hyper rapide. Ouais, parce que la demande est Ouais. telle que ils vont pas t'attendre. Hein. C'est ça, c'est hyper rapide, en fait. Il faut que tu puisses sortir ça. Si tu sors pas, ben, en Tout de fait, suite. c'est mort. Oui, oui. Ça part. C'est dire à quel point dans ces Ouais, quartiers-là, c'est tendu. D'accord, donc une grosse somme, mais quand même, donc, avec 10-15 millions, tu as pu tout englober comme charge, jusque peut-être les 3-4 premiers mois d'activité. Voilà. D'accord, c'est une information intéressante pour les personnes qui sont intéressées par ça. Et comment tu l'as financé Je disais qu'en fait, je suis partie avec un plan, avec un projet d'entreprise derrière, qui a été pris en charge aussi par mon entreprise en grande partie. Donc, du coup, c'était un peu fonds propres et Oui, bon, c'est fonds propres, mais oui, d'accord. en fonds propres. Oui, c'est Voilà. fonds propres. Ok.
Et dis-nous, donc aujourd'hui, tu as une trentaine d'enfants, ça va faire 3 ans. Quelle est un peu la suite de ce beau projet? Alors, si je trouve une maison à côté qui est en location pas chère ou acheter une maison, ça m'arrangerait, mais le prix des maisons aussi en achat, c'est un autre sujet, hein. C'est vraiment un autre sujet. J'aimerais faire une école primaire pour ne pas perdre mes enfants. Sinon, en fait, je les perds à chaque fois, en fait. C'est pour ça que j'ai ouvert une maternelle. Je les perdais à chaque fois après la crèche, en fait, et j'avais une demande des parents aussi qui me demandaient. Donc là, ils me demandent pour la maternelle. Donc, je me dis, en fait, ça serait bien de trouver une maison dans le quartier ici à côté pour en fait une maternelle. Mais après, c'est École un primaire, autre, tu veux dire? oui, une école primaire. Et sinon, en fait, au départ, ce que j'avais prévu de faire, c'est d'ouvrir en fait d'autres crèches dans d'autres villes. Donc là, j'ai une ville en tête et voilà, Pas j'aimerais trop bien loin d'Abidjan? pas trop loin d'Abidjan. Bon, bah, c'est un beau projet. Après, Pour, c'est d'autres alors oui, soit ouvrir une crèche ou ouvrir une école primaire. primaires. D'accord. Ça, à voir. Donc, d'un point de vue finance, est-ce que cette activité, elle suffit à ta famille ou de quoi à toi pour vivre ou tu as des activités complémentaires? J'ai des activités complémentaires. J'ai 2 petites activités complémentaires en fait. D'accord. Mais en réalité, j'utilise pas vraiment l'argent de la crèche pour vivre. Donc, tu as d'autres sources de Voilà, revenus j'ai d'autres choses qui de te revenus. permettent OK, de vivre. Là, c'est compliqué pour toi de comparer. Est-ce plus ou moins par rapport à ta vie en Occident, vu que tu vis pas encore de peut-être des économies encore, mais vu que tu vis pas de ce que tu gagnes encore ici? Après, je me retiens pas spécialement au niveau des dépenses, hein. C'est pas ça, mais je trouve que la vie à Abidjan est particulièrement chère et du coup, ça me donne pas envie de faire certaines choses. Je trouve que les prix sont vraiment extravagants et en fait, le service n'est pas adapté. En tout cas, c'est mon point de vue. C'est vrai que je vis pas comme une personne qui a vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, mais je me retiens pas forcément. Mais quand même, je me mets à des petites barrières, en fait. Sinon, je trouve qu'on tombe dans des trucs de luxe, mais qui ne sont pas vraiment et qui sont super chers, en fait. Je comprends ce que tu veux dire. Quand j'ai découvert ici, par exemple, où j'étais en France, par exemple, c'est tout bête, mais les brunchs le dimanche, Ouais, je vais pour 20, 30 € max. non, mais Et ici, on parle déjà de 60. c'est 50 000, Je 60 dis, 000, tu dis mais 100 euros. Non, mais j'aurais jamais pu payer ça. en fait, c'est exactement ça. Non, mais c'est exactement ça, en C'est un fait. exemple qui montre que vraiment, tu te dis, mais qu'est-ce qui justifie? Après, ils disent, mais oui, mais le cadre, mais même le cadre. Mais même le cas, tu vois, Ouais, c'est d'accord, mais je comprends. Oui, du coup, c'est pas que t'as pas les moyens de le faire, c'est pas, oui, c'est pas que j'ai pas les moyens de c'est le que tu faire, comprends mais pas je pourquoi tu trouve, mets autant d'argent. voilà, pour, Ouais. Oui, il y a plein de services, il y a plein de restaurants très, qui pratiquent des prix luxueux que moi-même, j'aurais même pas fait en France. Et où tu te et en fait, dis, quand tu arrives, tu te dis, mais en fait, il est ouais. où le luxe? Oui, oui. Il y en a beaucoup qui m'ont prévenu. Il y a plein de, bon, on ne dira pas les noms, mais qui disent, il y a des personnes qui m'ont prévenu ici, qui étaient là, qui sont là depuis un moment ou qui sont ivoiriens, qui disent qu'effectivement, ça vaut pas le coup, quoi. Je prends beaucoup de conseils auprès de personnes ivoiriennes qui vivent ici, mais qui aiment aussi enfin, les belles choses, mais qui ne feront pas ce genre de dépenses inutilement. Et oui, je voulais te poser une question. Alors, elle n'était pas prévue. Avant de finir, c'était, tu as dit dès le départ que tu étais hypersensible et tu as fait un projet où tu as quand même eu pas mal de, je pense, rebondissements émotionnels. Tu l'as fait aussi seul. Je pense qu'entreprendre quand tu es hypersensible, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières, mais aussi que c'est une force parce que ça t'a amené à faire et à t'aligner avec ce que tu aimais vraiment dès le départ? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de particulier qui était particulièrement difficile pour toi par cette particularité? Et peut-être que tu aimerais nous parler ou peut-être apporter un conseil? Alors, en fait, le gros point négatif, en fait, depuis ces 3 dernières années, depuis mon projet, et je suis une personne hypersensible, mais je suis une personne aussi un peu enfin, un peu renfermée quand même. Introverti. Introvertie. J'aime bien D'accord. être, et en fait, depuis mon projet, je me rends compte que c'est comme si, je m'étais un peu éloignée des personnes de mon entourage. En fait, je pense que c'est dû à la fatigue et tout ça. Oui, Et du coup, ça c'est mal interprété de l'autre côté. Mais en fait, c'est vraiment de la fatigue, le fait d'être ici du matin au ça soir. te draine. Oui. Ouais, le soir quand tu rentres chez toi, en fait, t'as pas envie d'appeler quelqu'un et le téléphone est devenu pour moi, Anxiogène. ah ouais, mais en fait, je vais sur mon téléphone, mais c'est pas pour répondre au téléphone, en fait. J'arrive, j'ai vraiment du mal en ce moment. Et du coup, c'est mal interprété, en fait, dans mon entourage, alors que c'est pas du tout ça. En fait, je pense à eux très fort,
mais j'ai du mal à, voilà, c'est plus ça, en fait. Il y a une personne de mon entourage, vraiment, je le dis avec les larmes aux yeux, en fait, avec qui je me suis un peu éloignée et ça me touche vraiment, en fait. Oui. Ouais. Mais je comprends un peu ce que tu veux dire parce que moi, par exemple, pour faire mon activité, je dis que moi, j'ai besoin d'être en remote. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent pas. Et je leur dis, mais je suis particulièrement efficace quand je suis chez moi Ouais, parce que je maîtrise mon environnement. Je reçois pas d'énergie externe, mais qui pourrait vraiment m'affecter. ouais, ouais, Mais quand tu es personne, tu as du mal à comprendre, qui pourrait ouais. m'affecter et Non, vraiment qui non, pourrait c'est affecter clair. Ouais, mes performances. Quand le client a vraiment besoin que je sois là, que je peux faire l'effort, mais à la fin d'une journée à l'extérieur, je rentre, plus de portable. D'ailleurs, mon portable, il est activé toujours en concentration pour pas que je reçoive les appels. Donc, je ne supporte pas moi, ça. c'est pareil, il est toujours en mode silencieux au vibreur, C'est ça. il sonne jamais. Bah oui, parce que c'est trop, je trouve ça trop Ouais, ouais, stressant. ouais. Et le soir, en fait, tu as une petite marche, tu as 2-3 heures pour te recharger, pour compenser l'énergie que tu as dû envoyer dans la journée. Et du coup, il faut vraiment pas faut pas me déranger, quoi. J'ai besoin j'ai que ça, sinon le lendemain, C'est ça ça. recommence. Ouais, c'est ça. Donc, je te comprends Ouais. parfaitement. Je te comprends parfaitement. Mais je pense que c'est vraiment le gros point. Et du coup, je me suis dit, bon, cette année, je vais essayer de faire autrement, d'essayer de, Plus enfin, délégué, d'accorder, ouais, aussi, surtout, plus délégué, bien aussi. sûr. Mais en fait, les premières années, je me vois pas déléguer. Je sens que j'ai besoin d'être là pour remettre les choses en place aussi. Quand il y a une chose qui déborde, Comment ça par peut... exemple, Oui, avant-hier, tu oui, m'as dit, mais c'est voilà. important. En fait, quand il y a une chose qui déborde, je me dis que j'ai besoin d'être là pour remettre les choses en place et reformer les personnes, redire s'il faut redire les choses et tout. Et j'ai besoin d'être ici, en fait, pour suivre mon projet. Sinon, après, Mm. voilà, il part dans tous les sens. Donc, j'ai besoin d'être là. Donc, en général, même j'ouvre, je ferme. Et on a vraiment un créneau d'ouverture et fermeture qui est vraiment hyper large. Donc, après, tu rentres chez toi le soir, t'es vraiment fatigué, en fait. Oui. T'as pas le temps Mais parce qu'on va le dire, c'est aussi des particularités de Loway. Loway, c'est ouvert de 7h30. de 6h45, 6h45. 6h45 à 18h. Ouais, ce qui est Ouais, assez rare, qui est ouais. très, très rare. C'est limite des horaires européens parce que ici, je crois qu'elle ferme en général à 16h, À 16h. Mais même en fait, le 15h. Hein. truc, c'est qu'il y a un besoin de parents qui travaillent très loin, qui rentrent très tard. Donc, en fait, en rentrant, qui prennent l'enfant en même temps. Donc, il y a ça aussi, en fait. Mm. 16h, je trouvais que c'était un peu compliqué. Ouais, à voir, à voir. Oui. Voir si 16h, tu je peux pas trouve que c'est un peu compliqué. J'ai réduire. essayé, hein. Cette année, en fait, on a essayé. On s'est assises, en fait, avec l'équipe, on en a parlé. Et on s'est dit, en fait, ça allait être compliqué. Si je fais ça, je pense que je perds des clients aussi. Ou alors, c'est moi qui pense que je vais perdre des clients. Je sais pas. On Tu peux réfléchira pour essayer l'année déjà prochaine. voir si c'est pas 18h, mais 17h30. Ouais, 17h30. Ouais, ouais, ouais. Voilà, et peut-être un jour de plus où tu ne viens pas, où tu délègues vraiment, peut-être que Prisca peut te seconder. Non, mais là, alors là, de toute façon, j'ai pas le choix parce qu'après, je suis Oui, fatiguée. Donc, en ce moment, je viens pas le mercredi. d'accord, Mais je travaille à la à maison sur distance, tout ce que j'ai à rattraper, que tu n'as pas eu le temps vu de que, ouais, faire. j'ai pas mal de choses à faire aussi. En fait, le problème aussi, c'est ça. Je suis là du lundi au vendredi ici. Et je peux te dire que je peux pas travailler sur mon ordinateur. Toutes mes choses administratives et tout, je suis allée faire à la maison. Mais le week-end, je suis tellement fatiguée que je retarde et je ne fais pas. Et du Mm, coup, j'ai pris beaucoup de retard aussi par rapport à ça. mm. Donc, en ce moment, j'essaie, en fait, De de rattraper rattraper mon un peu. retard. Ouais, ouais. On arrive à la fin de l'interview. Donc, lorsque tu vois ta vie aujourd'hui et celle que tu avais en France, donc quand tu as quitté la Côte d'Ivoire à tes 13-14 ans, que te dis-tu? Je me dis, en fait, je regrette pas. Même si c'est difficile, je trouve que c'est difficile quand même, que je travaille vraiment beaucoup. Autant avant, j'étais salariée, je rentrais, j'avais Avec pas des besoin de horaires fixes. travailler, j'avais des horaires, j'avais pas besoin de travailler à la maison, mais je travaille beaucoup. Et en fait, il y avait un confort aussi, hein. Franchement, j'avais un confort financier et tout ça. Je ne regrette absolument pas. Vraiment, absolument pas. Et je prends plus soin de moi, hein. Alors, à la base, je suis quelqu'un de très coquette et tout. Je sais même plus comment on se maquille. Mais je me dis non, non, je regrette vraiment absolument pas, en fait. Des fois, imagine en France encore dans un bureau, après je fais non, 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 ah non. Ah non, 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 du tout, du tout, du tout. Ah non. Oui. Je me sens libre ici quand même, en fait. Donc, Ouais, tu te sens non, mieux. ouais, je regrette pas. Super. Ce podcast, je l'ai créé pour apporter des réponses
à des personnes qui projettent un départ et qui peuvent être craintives ou tu vois, qui ont encore des doutes, est-ce que tu as un mot de la fin à leur partager? Après, je pense que pour partir, faut être prêt quand même. On part pas sur un coup de tête, donc il faut avoir un projet, faut avoir des étapes. Et je pense que c'est important. Après, si on est sûr aussi de ce qu'on veut faire, si on a tout qui est aligné, Faut se faire confiance. ouais, faut se faire confiance aussi. Ouais, c'est ce que tu t'es fait. Tu voulais pas partir à Abidjan, enfin revenir en Côte d'Ivoire sans avoir quelqu'un à tes côtés. Tu es revenu et est-ce que tu as trouvé quelqu'un à tes côtés? Oui. Oui. Donc tu as trouvé ton partenaire en revenant. C'est ça. Donc tous les Ivoiriens ne sont pas des VI. Non, je fais pas. Tu dis, ils sont pas quoi? Des VI. Mais beaucoup le sont. Beaucoup le sont. Beaucoup. Ouais. Franchement, beaucoup. J'en parle parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes, justement, dont c'est des préoccupations, de pas venir tant qu'elles n'ont pas trouvé un mari. Ça a été 2 de mes invités, les 2 premières, une au Mali, au Bénin. Elles sont parties célibataires, elles ont trouvé leur mari sur place. Mais beaucoup sont des VI, apparemment. Ouais. Bon, VI, ouais, vous me dire, pour ceux qui connaissent pas, VI, c'est vendeur d'illusions. Voilà, il y a beaucoup de vendeurs d'illusions ici à Babi. C'est ça. Bon, en tout cas, on te souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Et si, donc, il y a des personnes, parce que je pense que c'est de plus en plus populaire le fait de créer des crèches, même si le marché, là encore, je pense qu'il va être croissant, les besoins vont être croissants, parce que c'est pas encore dans les normes locales. Il y a peut-être des personnes qui vont te contacter. Où est-ce que tu es joignable? Faut venir à la crèche, oui, c'est tout. Voilà. Non, en plus, c'est vrai. Après, je suis ouverte. Je suis ouverte, en fait, pour accueillir et tout. Donc, non, j'ai pas de Et problème. tu l'as montré dans l'épisode, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais il faut venir à la crèche. Oui. Donc, faut juste taper, je mettrai le lien de Google, c'est Loé Montessori. Après, je crois qu'il y a le numéro de téléphone aussi de la crèche où on peut me joindre aussi. D'accord, super. Bon, je l'ajouterai dans la description de l'épisode. Merci beaucoup, Agnès. Et nous, de toute façon, on continue. Merci à toi, Elodie. C'est tout pour aujourd'hui. Comme à chaque fin d'épisode, je te partage la petite to-do. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Laisse-nous un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée pour le soutien. Partage le podcast autour de toi. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.